la guerre, toi, tu l'as connue à travers ce que tu disais. Non, et puis je l'ai vécu. Quoi, je l'ai vécu, je m'entends. Je suis pas allé au front. Mais ici, par exemple, j'ai fait 2 fois l'expérience du feu. C'est-à-dire? Un coup, avec ma grand-mère, on s'est fait mitrailler par l'aviation allemande. Alors c'est cocardé aujourd'hui quand on le voit, hein, mais ce jour-là, on a fouetté. Moi, je m'en suis à peine rendu compte, mais la grand-mère en a tremblé pendant je ne sais pas combien de temps. Hein. On venait des Fréguères. À la belle époque, on avait des cochons. Hein, on avait une truie qu'on avait mis au moelle, au verra, et on remontait avec la charrette, tu vois, par le chemin qui vient sortir à mes amandiers, là, le vieux chemin, là. Hein, la jument, la charrette, la cage avec la truie dedans, moi assis contre la cage, la grand-mère en train et l'aviation allemande qui nous prend en filature. Alors, tu vois la montée, moi 4 ans, j'entendais très bien les coups. Hein. Heureusement pour nous, on a tourné en angle droit à mes amandiers. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'aviation peut prendre dans l'alignement, mais quand il faut tourner, il faut qu'elle revienne. Eh bien, la jument est partie avec, comme on dit, la queue en latte, hein, et la charrette, impossible de tirer les guides ni rien. Hein. Elle est rentrée à la maison. D'ailleurs, mon grand-père a essayé de l'arrêter en bas du pré, mais il a vu qu'il allait il allait passer sous la charrette. L'avion est revenu, et il est revenu tirer sur le procureur, il y a encore les trous dans les murs, et là, il avait pris en charge le père Martin, c'est le père d'Aimé, hein, qui lui a eu le temps de se mettre derrière un tronc d'arbre, hein, et quand il est revenu, il s'était débrouillé de disparaître, il n'a pas retrouvé, mais il y a encore des balles dans la façade de la maison de ma fille. Et la deuxième fois, c'est quand ils sont venus brûler la ferme, c'était le 30 juillet 1944, hein, 3 jours après la bataille de Beaufort et la bataille de Gigord. Ils sont remontés exprès pour nous, parce qu'ici il y avait eu longtemps le PC du maquis, qui était avec Antoine Benezech. Et ils sont remontés exprès pour nous brûler, et nous on a foutu le camp, quoi. Mon grand-père, tout ça, et on a sauvé les animaux. Hein, on n'a pas pu sauver la jument parce qu'elle était là-haut au piquet sur la crête et les balles passaient au ras du sol. Du moins, on a réussi à foutre le camp par derrière la maison. Et là, de nouveau, j'ai eu mon expérience du feu. Moi, c'est une gamine de 14 ans qui me descendait ici pour me laver ou n'importe. Elle est repartie avec moi dans les bois, si bien qu'on entendait siffler là-haut, mais on ne nous a pas eu, quoi. Tout le monde du quartier avait émigré dans les forêts, là derrière, là, en dessus de Trois-Prés. On avait toutes les familles et tout le monde logeait là-haut pendant 3 semaines à la Belle Étoile, hein, pour pas se faire rafler ici, quoi. Et voilà. Oui, et si je me souviens bien, dans cette maison, je crois que est-ce que tu m'as pas dit qu'il y avait des émetteurs Oui, radios, oui. Les premières radios du coin ont été ici. Et, en gros, ceux qui ont fait la relation avec la résistance, ça a été mon grand-père et Louis Bouvier de Boussonnel. Hein, ça a été les 2 premiers, et puis ensuite il y en a eu d'autres. Hein. Bon, à Beaufort, il y a eu. Pardon. Beaufort a donné, tous ces jeunes sont partis. Morin a eu la compagnie la plus importante de la résistance. Hein. Pourquoi? Parce que Gigord, Beaufort, Montant, tous les villages autour ont tous donné des hommes. Ils étaient là. Oui, et au fond, on se dit, qu'est-ce qui les a poussés, hein? Parce que je discutais l'autre jour avec Gautron, Jean Gautron. Oui, oui. Je ne sais pas si tu vois, j'ai fait un petit film avec lui. Il me disait bien sûr qu'on avait la trouille. Et des fois ça a été le hasard, des fois ça a été... Non, il y a eu une culture qui s'est faite. C'était des gens qui se laissaient pas faire. Oui. C'est ça. Et à ton avis, ça a commencé très tôt, enfin, dans leur tête? Non, dans leur tête, ça a commencé assez tôt. Ouais. Ils étaient là, ils étaient prêts à partir, ils attendaient l'ordre, hein, Montant, tous ceux que je connais, quoi.
Pourquoi ils sont venus là? Parce que ils étaient engagés aussi par rapport à leurs parents qui avaient fait 14. La patrie, ça voulait dire quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça, l'instit. C'est vrai qu'on leur a appris la France. La France, la patrie, la terre de nos pères, etc. Quoi. Et ça, c'était dans leur culture, quoi. Est-ce qu'il y avait aussi le poids des chefs? Morin, est-ce qu'il y avait un phénomène d'entraînement, le caractère du mec? Oula, mais à Beaufort, Morin a été mal vu par certains parce qu'il avait tourné kazakh. Hein, j'ai une séance que je connais, où, avec mon grand-père, nous on habitait Moulin-du-Roi, hein, avec ma mère, mes parents étaient à l'usine. Et je sais qu'un jour, Morin et mon grand-père venaient à Beaufort, tous les deux, en vélo. Alors à l'époque, on avait le temps de discuter, surtout quand on poussait le vélo à la montée. Et ils se sont dit, je sais pas quoi. Et je sais que Morin, ce jour-là, ils sont tombés d'accord. Lui, de droite, le grand-père, extrême gauche. Ils étaient d'accord. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? J'en sais rien. Oui, ça dépassait leur division. Personne l'a su. Même sa femme, même ma mère, personne n'a su ce qui s'était dit. Ça a dû... Ouais. Oui, ils ont dû... C'était des mecs. Oui. Oui, c'était pas des mecs qui se laissaient impressionner les hommes. Non, c'était tous des caractères. Oui, c'était des caractères. Ouais, des gars d'aplomb. Oui, c'est sûr. Et je sais qu'ils étaient devenus copains. Même après la guerre, quand ils ont été maires tous les deux. Est-ce que tu as le sentiment que ce qui s'est passé pendant la guerre, après la guerre, ça a beaucoup compté? Autrement dit, pour être plus clair, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu des règlements de compte? Ah bien, écoute, non, parce qu'on ne pouvait pas régler les comptes. Tu peux m'expliquer ça? Oui, parce que tout de suite après-guerre, on a commencé à dire, s'il y a eu des problèmes, je ne sais pas moi, de collaboration, de tout ce que vous voudrez, ça sera réglé par la justice. Sans ça, il y aurait eu des règlements. Mais bon, en gros, il y a des coins où il aurait fallu, si on avait tout réglé sur place, c'était un peu le régime à Pol Pot. On allait d'enterrement tous les 2 jours. On n'allait jamais pouvoir travailler. On ne pouvait pas relever la France, on serait tous les jours avec les costards. Non, mais il y a eu quand même, et encore, jusqu'à... Bon, la génération vient de s'éliminer, c'est celle de mes parents. Il y a eu des points où on se souvenait. Mais on ne voulait pas y revenir dessus. Qui sont les Bérengers? Ils arrivent, ils sont... Oh, les Bérengers, tu vois, je peux te montrer mon arbre généalogique. En 1668, ils étaient à Lausanne. 1668, ça ne nous rajeunit pas. Non, tu vois le genre. Là, c'est un grand-père qui est venu de Château-Double, le premier Bérard qui est venu. Il y avait de la famille déjà là. Tu veux dire Bérard? Parce que Bérard, c'était le nom d'origine. D'origine. Ouais. On sait qu'on est un bien national qui a été vendu, qui appartenait à Léoncel. Et je sais que à l'époque, celui de Château-Double est venu ici et ils ont acheté des terres. Hein, ils étaient une dizaine à acheter ça. J'avais 35 hectares d'acheter. Ce qui ferait aujourd'hui 350 hectares. Oui, c'était la énorme. Propriété, c'était énorme. Surtout que ça se faisait à la pioche avec un âne. Hein. Il y a eu jusqu'à 18 employés ici, au moment des moissons ou des foins. Et ce Pascal, d'ailleurs, il avait un surnom, c'était Jean Coulet. Ah, pourquoi? On ne sait pas. Et je ne sais pas. On ne sait pas. Il était violent. Et je sais qu'il y a une bonne histoire, on me l'a toujours raconté, parce qu'ici,
Ils ont toujours défendu la femme et l'orphelin. Une fois, il voulait mettre une gifle à sa fille. Elle était mariée, que le gendre s'est mis au milieu, il a dit maintenant elle n'est plus à vous, elle est à moi. Alors vous la touchez pas, c'est vous qui prenez. Tu vois, c'est resté dans la famille. Parce qu'à l'époque, c'était encore un peu l'époque romaine où le père avait droit de vie et de mort sur ses enfants. Mais là, non. Il a fallu tourner la carte. Et au fond, alors, tous ces gens, c'était des républicains. De cœur. De cœur, et en plus, il y a eu beaucoup de protestants. Donc, c'était ça aussi, quoi. La République, les protestants, c'est ça. Il y a une imprégnation des uns des autres. Il faut dire, à cause des droits, puisque la République les a défendus, les a reconnus après la royauté. Hein, il n'y a encore pas longtemps, dans les communes, on savait que les communes à tendance protestante votaient à gauche, etc. Hein, il en reste quelque chose. Voilà. Oui, c'est sûr, il en reste quelque chose. C'est en train de se diluer parce qu'il y a du brassage, les gens circulent, etc. Bon, ben, tu vois, à l'époque, on restait sur place. Toi, tu as le souvenir que les histoires catholiques, protestantes, tu as encore connu ça ou bien c'était... Oui. Pour moi, la limite des guerres de religion, c'est 1950. Ah, pourquoi? Écoute, moi, gamin, quand il y a deux gars qui se marient, deux jeunes qui se mariaient, s'il y avait un protestant et un catholique, ça alimentait les conversations. Le soir en énoyant, etc. Aujourd'hui, hein, catholique, le curé et le pasteur, ils ont fait un GAEC. Hein, et ils sont tous les deux présents. Et il est marié quand même. Hein, si bien que si vous cassez les pieds, on ne se marie pas, on fait pareil. Hein, ça fait des petits quand même, tu vois, mais c'était toute une histoire. Il y a eu des histoires de famille, mais c'était sanglant. Des gens qui ont mis leurs enfants à la porte parce qu'ils avaient changé de religion ou adopté la religion. Et moi, j'étais dans une famille qui était totalement différente de ça. La preuve, c'est que mon arrière-grand-père était déjà libre penseur. Ah oui, alors les libres penseurs, c'était des redoutables, parce qu'ils étaient, les catholiques et les protestants ne pouvaient pas les encadrer. Oui, mais tant pis. Surtout que c'était des anciens catholiques. C'était des anciens catholiques. Oui, catholiques. Non, mais c'est complètement con. Mon arrière-grand-père, non, il était encore marié. J'ai sa photo de ses noces d'or. C'est l'enterrement de sa mère, il s'est engueulé avec le curé. Ça a été, puis c'était un gars qui était aussi bien catégorique, hein, qui a dit, parce que le curé ne savait pas s'il faisait une cérémonie, tu sais, la cérémonie de première classe, deuxième classe, il a dit, vous dites, moi je ne rends pas le corps de ma mère, je vous demande une bénédiction, hein, tu vois, puis c'est comme ça, elles sont enterrées civilement. C'est lui qui a décidé, et c'est resté dans la famille. Hein, ma grand-mère avait été baptisée catholique, mais donc ça a été un mariage civil déjà avant 1914. Hein, voilà. Là, à ce moment-là, ça devait faire du bruit. Il fallait être gonflé. Il fallait être gonflé, hein, parce que, oui, c'est ça. Je vous emmerde. Mes parents, ça a été pareil. Moi, ça n'a pas été tout à fait la même, parce que ma femme était d'une famille très, 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 très protestante. Et connaissant les guerres de religion jusqu'à 1950, je voulais pas quand même, dans la famille, on s'engueule pour des histoires comme ça, et c'est comme ça qu'on a vécu tous en paix. Sans ça, on se serait envoyé ça à la figure, on se serait laissé tomber, on aurait eu... Non, laissez-moi tout ça tranquille. T'as 4 ans à la Libération. 4 ans à Libération, 4 ans et demi. Alors, ce serait intéressant parce que justement ça fait partie de ces choses, je crois que nos enfants ne mesurent pas bien. À quoi ressemble la ferme à ce moment-là, en particulier, qu'est-ce qui en est de son équipement? Parce qu'aujourd'hui, on voit il y avait ici, alors bon, dans les arrière-grands-parents, il y en a un qui a élevé des chevaux. Des chevaux parce que on était parents avec une famille de Cré, des cousins, quoi, hein, qui étaient les Thibault.
ils faisaient des transports, etc. Une écurie avec 130 chevaux dans l'Ancré. Les docteurs de Cré, il y en a moins un qui avait toujours son cheval qui était là et qui était entretenu. Et si jamais il n'avait pas pu partir, il partait avec un autre et sa calèche faire sa tournée. Il avait toujours un véhicule prêt à partir. Tu vois. On a été là. Et ces gens-là faisaient du commerce du bois, de charbon, et ils ont fait des coupes de bois tout autour de chez nous, hein, ici. Et il leur fallait des chevaux, si bien qu'on leur élevait des chevaux. Tu veux dire que les chevaux étaient élevés ici non, pas tous, mais beaucoup étaient élevés ici. Quand on avait des chevaux à vendre, on les leur vendait à eux. C'est ça. Ensuite, quand le cheval s'est arrêté, on a passé la vache au bœuf. Ça a été pareil. Un bœuf et quelques moutons, mais surtout des bœufs. Hein. Et quand le bœuf s'est arrêté, ben, on n'a pas pu élever des tracteurs. Voilà. Au fond, aujourd'hui, lorsque un jeune regarde la campagne, il voit des machines partout. Ton père, il avait des machines ? Non, il avait sa charrue, ses bœufs. Les vaches, en principe, c'était des vaches, parce qu'elles faisaient un peu du lait et elles tractaient. C'était les fameuses races de Villard-de-Lans, hein, des bêtes magnifiques, qui tiraient beaucoup, qui remplaçaient un bœuf. Quand elles ne produisaient pas de la force, hein, ma foi, elles produisaient un peu du lait, du beurre. Voilà, c'est comme ça, on vivait de fromage, de beurre, on portait tout ça à un coquetier, c'était la cour, la plupart étaient... Oui, qui ramassaient, mais tous les samedis, la calèche descendait, elle descendait les tomes, les fromages, les œufs, les lapins, tout ça partait tout là-bas. Et l'argent, qu'est-ce que vous achetiez vraiment pour vous nourrir, j'imagine? On se nourrissait sur la ferme. Ouais. Hein, et puis il restait de l'argent à côté. Mais cet argent était réinvesti. Par exemple, mon grand-père a fait son hangar, il avait réparé la maison, il a changé les dalles de la maison. Parce qu'ici, c'était des bâtiments à vocation industrielle, avec l'élevage des cocons. Par exemple, il y avait 400 mètres carrés, chaque étage, il y avait 400 mètres carrés pour les verres à soie. De magnanerie. Alors, il faut s'imaginer le nombre de mûriers. Parce que ça ne mangeait pas de l'air pur, ça mangeait de la feuille, quand il fallait y aller. Il fallait cueillir la feuille. Et quand les bâtiments ont été finis, il y a eu des problèmes avec la Chine, qui est devenue un concurrent. Si bien qu'ils ont servi peut-être une année ou deux, et ça a été fini. Et ils avaient les bâtiments sur le dos. Oui, c'était une catastrophe. Mais à l'époque, ils avaient quand même encore les reins solides, ces gens-là, parce que grâce à ça, tu vois, ils avaient encore le moyen d'assumer le choc. Aujourd'hui, tu ne l'assumerais pas, tu fais faillite et tu t'en vas. Hein? Eh bien, à l'époque, non, ils sont restés sur place, ils ont tenu le coup. Et en fait, ils faisaient quoi? Ils vivaient d'élevage? D'élevage, et puis de céréales. Céréales? Oui, c'est ça, c'est tout. Élevage de quoi? Élevage des bœufs, ils vendaient des génisses, ils vendaient des bouvillons, ils vendaient... Bon. Hein? Et au fond, c'est toi qui, si j'ai bien compris, avec ton homologue Béranger qui n'a rien à voir, t'es lancé dans la volaille par la suite. Quand Robert Béranger a pensé à faire de l'élevage tel qu'il a fait, c'est-à-dire à façon et tout, il a cherché des candidats. Nous, moi, mes parents, nous étions de retour mon père était dans le textile. Ouais, il était parti, il avait fait donc le Moulin du Roi, Soubéran, c'est le moment où le textile a eu des problèmes. Hein, c'est quoi comme 1948. D'accord. Voilà. Hein. Et on est allé au Chédard comme contremaître. Hein. De là, il est redescendu. Au bout d'un an, là-haut, ça ne marchait pas, parce que c'est une question de patron. Hein. C'est pas que ça ne marchait pas, c'est que ça ne pouvait pas marcher. Nous étions les contremaîtres qui étaient restés le plus longtemps possible. Nous étions restés 1 an. D'habitude, ils restaient 3 mois. Et ils sont descendus, embauchés à Viviers, chez Billon, hein, le roi du nylon. Hein, bon, et en 1958, mon grand-père a été très malade et tout. On a repris la ferme. Hein, parce que moi j'ai toujours été double actif, moi j'ai toujours été paysan, éducation nationale, banque élève, hein,
Et là, on est revenu ici. Et c'est là que Béranger cherchait des gens pour élever du poulet avec sa façon. On est entré en relation. Ça s'est passé au Café du Commerce. Il cherchait des locaux assez grands. Et là, quand il a vu 200 mètres carrés sur une dalle, et il a dit, bon, mais ici, on met 2000 poulets. Et c'est là qu'on a démarré 2000 poulets. Mais au fond, ça tenait à quoi? Brutalement, tu penses qu'il y avait une demande beaucoup plus importante? Non. Robert Béranger était un cocotier. Il faisait du ramassage à la ferme. Bon, il centralisait un peu. Mais il arrivait des moments où il manquait de volailles. Alors, c'est pas le tout. Quand tu as les restaurants et compagnie qui te demandent la volaille que tu n'en as pas, c'est pas commode. Alors, son idée, c'était de dire, on va mettre 2000 ou quoi, un lot de poulet, et se le garder pour le jour où on demandera quelque chose, on aura de quoi fournir si la campagne ne fournit pas. Et puis, c'est le grain de sable qui a fait le tas de sable, et la maison, et c'est devenu cette affaire-là. Parce qu'ensuite, bon, ma foi, il a su monter le commercial derrière, il a su monter tout ça, et c'est devenu. C'est comme quand il a commencé à faire des pintades à Montoison. Ils ont commencé avec quelques petits bâtiments, et ils ne savaient pas si ça pourrait marcher à façon comme pour ces poulets. Il en a parlé à mon père. Mon père lui a dit, ben, si vous voulez, on peut commencer. Et c'est là que le premier pintadier en extérieur de Montoison, il a été fait à la place du jardin aujourd'hui, quoi. Parce qu'on a fait ça avec les moyens du bord. Il a dit, on n'investit pas des planches, tu vois, on fait un truc, si ça ne marche pas, hop, on brûle, et c'est terminé. Et c'est ensuite qu'on en a fait même un second qui sert encore de garage aujourd'hui, quoi. Là où le cheval se met à l'abri, quoi. C'est bien qu'il y avait 2500 pintades en plus qui étaient ici. Ce qui montre que ces coquetiers étaient des personnages très importants, parce que c'est... Écoute, c'était la cheville, disons, le lien entre le consommateur et nous. Voilà. Et ici, alors, il y avait donc Béranger à l'occasion, bien qu'ici, vous étiez chez La Penne, en principe. Oui. Alors là, vous étiez, c'est le territoire de La Penne. La Penne, oui. La Penne, et puis un autre de... Francis La Penne. Comment on l'appelait je cherche son nom. Et tous ces types, ils se partageaient le territoire, et ils avaient des fournisseurs plus ou moins attitrés. Alors, dans une campagne comme ici, qu'est-ce qu'on achetait? La Penne, par exemple, quand il passait dans la cour, là, il remplissait avec tout ce qu'il y avait de lapin, de canard, de poulet, de trucs comme ça, des œufs, bon. Et en même temps, il vendait. Il vendait quoi? Le gruyère, puisque ça changeait un peu de la tome du coin, l'huile, le vinaigre, je m'entends, quoi, quelques boîtes de conserve, quoi. Mais la pointe, quoi. Il faisait la pointe de ce qu'on n'avait pas ici. Et alors, je reviens un instant à l'argent. Ça veut dire qu'en somme, les besoins d'acheter à l'extérieur étaient très faibles. Très faibles. Il y avait beaucoup d'autarcie. Les vêtements, puis c'est tout. Les vêtements, bien sûr, oui. Bon, tout ce qui n'était pas, ce qui pouvait être fourni à la ferme, quoi, les légumes, les trucs comme ça. Puis c'est pas toujours qu'il y a du légume. Mais en principe, les légumes, on n'en achetait pas. C'était tout était produit par le jardin. Et alors, lorsque a commencé à se développer les tracteurs, les machines, etc., alors aujourd'hui, on dit beaucoup, les fermiers s'endettent. Mais est-ce que tu as l'impression qu'au moment de ton père, ou toi après, est-ce que tu t'es endetté, toi? On s'endettait très peu. C'est pour acheter un tracteur, par exemple. Mais il y avait, ici, il n'y en a jamais eu, on n'était pas de ce genre, mais il y en a qui avaient le bas de laine, quoi, si je veux dire, on l'a vidé pour ça. Mais le tracteur, je sais qu'il coûtait 1 300 000, le Volvo. En francs. En francs, oui, alors en francs conscience, oui, alors là, on ne saurait plus aujourd'hui. Oui. Non, le SMIC était à 250 francs, 25 000 centimes. Non, mais il faut... Oui, c'est quand même dire... Oui, voilà. Il faut avoir une échelle. Voilà, bon, et puis les tracteurs ont démarré comme ça, quoi. Ça a été surtout après-guerre. Avant-guerre, il y avait quelques tracteurs, les Fordson, les Ford, les choses comme ça.
Nous, on avait un Semia. On s'en servait plus d'ailleurs à pétrole. Le Semia, c'était les tracteurs qui avaient été utilisés en 14. Oui. Utilisés en 14 pour tirer les canons. Par exemple. Pour tirer les canons. Alors c'était des gros tracteurs très lourds, avec des crampons bêches de 40 cm, à peu près. C'était très lourd, ça consommait au moins 10 litres de pétrole à l'heure, au moins. Mais ça tirait 3 socs derrière. Ah oui. C'était des chenillards, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Vitesse de route 7 km/h. C'est la vitesse de la troupe. C'était pas maniable, si bien qu'après-guerre, on a passé à un autre. Et mon premier tracteur, le premier tracteur, 1954, ça a été un Volvo. Il marche encore. Oui, j'ai un copain là qui fait qui appartient au vieux piston de la rail, tu sais, l'association qui refond des tracteurs. Il en a refait 3 ou 4. Je lui ai dit, ouais, ce que tu fais, tu nettoies le carburateur. Il y avait encore un magnéto Delco dessus. Tu changes des bougies, et au premier coup de manivelle, il est parti. Il mourra jamais. Alors, tu as fait 50-50, si je puis dire. C'est-à-dire, tu as été à la fois agriculteur et à la fois instituteur. Oui. Alors, comment ça se faisait, ça? Comment on faisait les deux? Comment tu Eh bien, ma foi, les instituteurs, comme vous savez, ils ont beaucoup de congés. C'est vrai, quoi, ils ont du temps libre. C'est bien que je jonglais, et puis un peu de temps en temps, on travaillait un peu la nuit, quoi. C'était un peu dur, mais ça y rien. Mais il faut dire que tu n'étais pas n'importe quel instituteur. Tu étais instituteur primaire. Et est-ce que tu n'as pas été pendant tout un temps détaché en milieu rural? Enfin, je sais pas comment. Non. J'ai été une année, j'ai failli faire instituteur agricole. Ah voilà. Voilà. J'étais sur Buis-les-Baronnies. Et ça voulait dire quoi, attends, instituteur agricole? Tu prenais les gamins après 14 ans. Et ils avaient 2 ans avant de passer un CAP ou je sais pas quoi. Ils faisaient une formation agricole. Je donnais 2 jours à Buis-les-Baronnies, 1 jour à Cédron et 1 jour à Sainte-Jalle. Les gamins du coin, qui avaient 14 ans, qui voulaient faire l'agriculture, étaient inscrits là et je leur faisais des cours agricoles, quoi. Je leur disais comment ça tourne, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. C'est ça. Mais en fait, donc, alors ça veut dire que l'essentiel, tu l'as fait comme. Alors, un jour, tu m'avais raconté, tu as tourné énormément quand même dans différents postes. Enfin. Oui, mais ça c'est comme tous les jeunes. Quand je suis arrivé, je suis arrivé après le bac. Après le bac, comme par hasard, mon sursis a sauté, comme la plupart des Français. Mais là, on est en quoi, 62 1961. Moi, j'ai fait 18 mois, par chance, parce que j'étais les premiers à faire 18 mois. 18 mois et demi après les accords d'Évian et tout. Au retour, j'avais le bac, reprendre les études après le bac, il fallait que j'aille en fac, etc. Il y en avait marre. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait un site, puis je me suis marié, quoi. Ça faisait quand même 4 ans que ma femme attendait de se marier, quoi. Bon, aussi, d'ailleurs. Oui, non, mais qu'est-ce que tu veux, on se fréquentait, l'Algérie au milieu, ça fait 4 ans et demi. Ça commence à peser, quoi. Quand même, tes souvenirs d'Algérie, ton impression, qu'est-ce que tu en gardes? On est un peu malheureux, quoi. Parce que ça t'a plu. Enfin, tu aimais ce pays. C'est un très beau pays. Ouais. Il y a des choses à faire, il y avait des choses à faire. Maintenant, on avait laissé dégrader cette situation depuis 1830, parce que la guerre d'Algérie a commencé en 1830. Elle n'a pas commencé en 1954. Non, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Voilà, c'est tout. Et on devrait être encore en Algérie. Et l'Algérie ferait partie de l'Europe. Et on serait les rois, parce que les premiers légumes, on les aurait. On aurait tout ça. J'étais chez des Pieds Noirs, je montais la garde dans la ferme. Qu'est-ce que tu veux, le chef celui qui commandait tous les ouvriers, gagnait 900 francs par jour.
Moi, quand je travaillais, parce que je travaillais en tant qu'étudiant et compagnie, je travaillais même dans les moissonneuses, batteuses, etc. Je fais l'ouvrier agricole pendant 4 ans, tout en étant à l'école, en étant ici, en étant ailleurs. Eh bien, moi, j'en gagnais 2000. C'est-à-dire que si le chef gagnait 900, les autres, ils en gagnaient 450. Ça ne peut pas durer, ça. Avec une jeunesse qui monte, qui est instruite, les types, ils se mettent à réfléchir. Surtout que l'Institut du Coin leur apprenait à réfléchir. Là, on est obligé un jour ou l'autre. Alors bien sûr, il y a tout le système de l'organisation de subversion qui s'est mis en route. Mais j'ai fait les EOR aussi. Je ne suis pas sorti, c'est pas un problème, mais j'ai fait toutes les conférences. Et j'ai vu je les ai croisés. Et je me rappellerai toujours la première qu'on nous a faite, ça durait un jour, on nous a donné l'organisation de la subversion en Algérie, comment ça se passait, et la guerre de subversion, comment elle se passe, puisqu'on avait fait l'Indochine, on avait fait... Nous, les Français étaient devenus spécialistes dans cette affaire-là. La preuve, ils se sont vendus même en Argentine, pour savoir comment on pouvait calmer le peuple quand il se révoltait. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Nous, au nom de la liberté, on allait assouvir les autres, former les gens, quoi. Et la conclusion, c'est, dites-vous bien que dans ces situations-là, celui qui a commencé la bagarre, c'est celui qui a gagné. Alors moi je me suis posé la question, toujours con de retourner les situations, et j'ai dit mais qui est-ce qui a commencé? C'est pas nous. Donc c'est pas la peine qu'on reste là, on n'a plus qu'à partir. Il voulait dire par là que c'était les forces, en l'occurrence le FLN, quoi, oui. qui ayant le premier sorti une carte, voilà. C'est celui qui a gagné. De toute façon, parce que ça c'est la guerre, mais il y a l'idée derrière. Et l'idée, on ne la tue jamais. Tant qu'elle n'est pas assouvie, elle n'est pas respectée, ça ne s'arrête pas. C'est ce que je me pose avec Daesh, etc. Ils ont commencé, même s'ils sont détruits, il restera toujours des gens pour penser comme eux. C'est quelque chose... C'est la guerre de subversion qui est fabriquée comme ça. Et donc alors, tu reviens, tu es instituteur, Mes parents sont là, ils font tourner la ferme, mais il y a des poulets, des pentades, il y a des chèvres, il y a des vaches, il y a du boulot en pagaille. Je suis l'ouvrier d'appoint, quoi. T'aimes bien tes deux métiers, en somme. Ah oui, parce bien que sûr. Institut, t'as beaucoup aimé, si oui, bien sûr, mes gamins, c'est mes gamins. Je les ai toujours, d'ailleurs, mes gamins. Je peux te dire une anecdote, je vais à la chasse encore avec eux. Mes petits cons, comme je dis, mais touchez-y pas. En plus de tout ça, tu t'occupais beaucoup justement de la maison des jeunes. Oh, mais avant, je fais plus de trucs. J'ai commencé, j'étais un des responsables syndicaux du coin. Puis il n'y a pas 2 ans que j'étais dans le métier, que j'étais déjà au bureau départemental du syndicat. Tu vois, ça c'est la vocation de la famille, ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Après ça, c'est moi qui avais monté le responsable de la sous-section Fédération d'éducation nationale syndicale, bien sûr, dans la Drôme. Il y avait un pôle Valence, et puis il y avait un éclatement. Moi, je m'occupais de Creux. C'est comme ça que j'ai fait mai 68. Mai 68 à Creux. À Creux. C'était comment, mai 68 à Creux? Très bien. Ça veut dire quoi, très bien? Ah oui, on a fait trembler un peu les murs, ça fait du bien. Ça ne doit pas être une ville très agitée. Oh là, non, mais on s'était fait des copains. Non, c'était bien. La preuve, c'est que, par exemple, anecdote, on nous avait annoncé une contre-manifestation, une manifestation en face, quoi. Nous, on ne s'est pas dégonflé, on a dit, vous faites la première, nous on fera la seconde. Et la première n'a jamais eu lieu. Non, mais c'est moi qui avais fait rencontrer tous les syndicats qui traînaient dans le CRECO, la CGT, la CFDT. Et j'étais avec tous ces gens-là, quoi.
Ça doit te faire un peu drôle aujourd'hui de voir qu'on a quand même l'impression que les syndicats, ils ont un gros coup de mou là. Non, mais le problème, non, c'est différent. Aujourd'hui, on fait un site, il y a, certains, pas tous, non, parce que moi je connais des gens qui sont militants, qui aiment leur métier, qui veulent que ça sorte, etc., etc. Non. Il faut bien mettre les choses. Il y en a qui ont fait ça un peu alimentaire, quoi. Et si aujourd'hui il faut bac+5 pour pouvoir être instituteur. Moi je veux bien. Oh non, la culture, l'intelligence, la formation, ça n'a jamais nu à quelque chose. C'est toujours le plus, le surplus, tout ce que tu veux, c'est toujours très bien. Mais bon, on faisait ça un peu quoi, pour le travail, quoi. Nous, non, on avait été élevés dans l'école publique. Ah oui. Eh oui, il restait la filière. Eh oui. Quand il y a un gamin qui traverse la rue pour venir te dire bonjour, ou une fille qui maintenant a 50 ans, qui vient te faire la bise, tu dis tu n'as pas tout perdu. Oui. Hein? C'est vrai. S'il avait foutu le camp, tu dirais oui, là j'ai loupé quelque chose. Là non. Quand moi je suis rentré en 6e, on y était 2 à partir en 6e. Aujourd'hui, la classe entière y va. C'est quand même un sacré progrès. Hein? Il y a dedans, il y a ceux qui continuent, ceux qui échouent, ceux qui... Bon, tout ce qu'on veut. Mais on y était 2 à partir. Parce qu'il y avait les moyens de tenir derrière. Les autres, ils allaient au certificat d'études, et ils rentraient au boulot. Il faut... l'école publique a fait ça, quand même. Il y en a qui regrettent qu'il y a presque trop de gens instruits, moi non. Il n'y en aura jamais assez. Je suis venu à la maison des jeunes par mon directeur d'école. Sacré. Tout ça s'embriquait. Ouais. Quand on a démarré la maison des jeunes, c'était en 69. On a discuté, il m'a dit, vous venez avec moi. Et j'ai dit, bon, c'est un Normand. J'ai dit, j'exécute. Non, j'étais pas con. Nos gamins, on les a jusqu'à 12-13 ans, là, etc. Après, on les abandonne. On va faire quelque chose pour eux après. Ça sera ce que ça sera, mais je sais pas, on va tenter de faire quelque chose pour eux, quoi. Ils se feront et il y aura une suite. Et alors, à un moment donné, je sais plus bien quand, donc tu vivais, en tout cas officiellement, je pense, ici, et tu as décidé de te présenter aux élections. Oui, on m'a dit de prendre le manche à Gigord. Je l'ai pris, quoi. On est en quelle année? En 1972, 73, quand même. Quelque chose de sûr. Voilà. Alors, c'était... Mais évidemment que c'était avec des gens qui n'étaient pas forcément de ton bord. Mais il y avait tout. Non, mais à Gigord, si. Les gens qui étaient morts, il y en avait, quoi. Mais il y en avait d'autres aussi. Non, le problème, dans une commune comme ça, il faut chercher à rassembler les forces vives, si on peut, et quel qu'il soit, et puis on y va. Ben oui, c'est un moyen de se défendre, c'est d'être ensemble. C'est pas de faire de la théorie de grande politique. Politiquement, comment tu... Moi, je suis à gauche. À gauche, mais ça voulait... Non, mais mon grand-père était communiste, il était encarté et tout. Moi, j'étais de tendance communiste, il n'y a pas de problème. Mais bon, ça veut dire quoi? Le problème, c'est d'abord, en gros, c'était d'abord de mettre le socialisme en place, des idées socialistes. Il ne fallait pas croire que demain, tu fabriques une société, ou alors il faut une dictature, alors il n'y a plus de société. Non, on passe complètement à côté
la vie sociale et tout. Non, là, doucement. C'est nous qui allons la faire évoluer. Pas besoin qu'on nous l'impose, on est capable de la faire évoluer, on a les moyens. Hein? Bon, actuellement, quand je vois tout ce qui se passe, ça me fait rigoler, quoi. Écoute, franchement, si ça te fait rigoler, je trouve que tu as facilement le moral. Parce que... C'est le moral. Qu'est-ce que tu veux? Bientôt c'est la droite qui va élire la gauche, etc. Ah, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, il y a de l'argent là, derrière. Hein? Quand il y en a un qui t'a dit, mon premier ennemi c'est la finance, il n'a rien fait contre. Qu'est-ce que tu veux? La finance, elle continue. Hein? Mais est-ce que tu avais le sentiment que la société, par exemple la vallée de la Gervanne, que tu connais parfaitement bien, était plus solidaire, plus homogène? Non. Beaufort était à droite, Gigord était à gauche, etc. D'ailleurs, il y a des moments, il y avait même des animosités. Alors qu'à la Révolution française, Beaufort était très à gauche. Il a fait la Révolution, il est allé se bagarrer au coup d'État de 1851, il est allé se bagarrer, toute la vallée a descendu, Beaufort a rempli son rôle. Quoi, hein. Je ne sais pas s'ils n'ont pas descendu 600 entre Gigord et Beaufort. Oui. Tout le monde y était. Quoi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai un grand-oncle qui y était, qui a vécu 10 ans planqué. 10 ans. 10 ans. 10 ans planqué. Dans la grotte du Pas de l'Étroit. Non, il a été prisonnier à la tour. Ce gars-là, il a réussi à s'échapper, on n'a jamais su pourquoi, ni comment. Est-ce qu'il s'est déguisé, est-ce qu'il a acheté le garde, j'en sais rien. Et il était de la Vlache, c'était un Béranger. Hein. Et Jean-François, pour ne pas partir aux galères, il a pris les bois, il a vécu 10 ans dans les bois. Et l'hiver, il venait à la Blache, il y a toujours son local, qui s'appelle, oui, tu peux chercher, c'est chez le père Massot. Son surnom, c'était Massot. C'était Jean-François Béranger, je crois. Et je crois qu'il dormait, il y avait une cimaise. Quand il faisait froid, il dormait derrière, on montait la cimaise pour pas qu'il n'ait jamais été dénoncé. Il y a une omerta. C'est beau, ça. Et à l'amnistie, il a ressorti. Il faut en avoir, hein. Mais alors, je voudrais te poser une question, parce que c'est marrant. Tu regardes Gigord, probablement avant toi déjà, etc. Tu as des localités, la population change, tout ce que tu veux, etc. Et pourtant, elle ne change pas d'orientation. Non, c'est un mystère, hein? Non, ça, c'est dans les pierres. Je t'en dirai pas plus. C'est dans les pierres. Ça peut être que ça. Il y a des jeunes qui arrivent, etc. Bon, ils s'installent comme ils peuvent. Bon, mais j'aurais dit, soyez là, déjà pas mal. Hein. Plutôt que des maisons vides, il vaut mieux qu'elles soient pleines, déjà. Et, par exemple, quand on a fait le Val de Drôme, l'orientation était simple, c'est dire qu'un jour, dans la préface, si un jour, de nouveau dans nos villages, qui étaient en perdition, on entend de nouveau des cris d'enfants, on aura gagné. Quand je promène, hein, qu'est-ce que je fais, hein? Je l'écoute dans les rues. Il y a des cris d'enfants. Il y a des assistantes maternelles, il y a des écoles, il y a des gamins qui vont à l'école, etc. On a gagné. Il en sortira, c'est eux qui feront leur vie et qui diront de faire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ont envie de faire, mais ils seront là. C'est-à-dire qu'on a un potentiel, ce ne sera pas des maisons vides, des maisons qui s'écroulent, des portes qui se ferment à chaque enterrement, etc. Non, il y a... Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'au fond, on a probablement aussi perdu de vue aujourd'hui qu'il y a eu quand même tout un temps où ça descendait. Tu te souviens de l'impression que tu ressentais à ce moment-là, lorsque tu voyais que... Oui, chaque fois qu'il en partait un, on disait qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a un de moins, quoi. Hein? Aujourd'hui, bon, il est toujours pas là, ça existe toujours, hein, le jour où partirait, ça sera un de moins aussi, hein, c'est pas... Mais, j'en discutais encore autrefois à Gigord avec un nouvel arrivant, je dis mais c'est vachement sympa. Il y a de nouveau des jeunes,
il se fait des choses où, bon, la situation économique étant ce qu'elle est, etc., bon, ils font comme ils peuvent pour se maintenir, pour arriver, pour se développer, pour faire quelque chose, pour faire leur vie, hein, mais ils sont là. Il en sortira quelque chose, quoi, j'en sais rien, mais c'est eux qui le diront, qui le feront, ça c'est leur affaire. Je ne peux pas leur dire maintenant, ils sont grands ces petits.